On est prêt? Non, c'est correct. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de ces périodes. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé lorsque la période non protégée sera terminée. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai des cartons affichant le temps restant, une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et je ferai les décomptes des 10 dernières secondes à la fin des minutes. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Mon nom est Léo Leblanc. J'ai œuvré la plupart de ma carrière dans une grande coopérative régionale. J'ai aussi enseigné à temps partiel à la faculté d'administration pour 12 années. J'ai fait du développement à l'international en Afrique et en Amérique du Sud. Puis, dans le moment, je suis un retraité qui fait la consultation. Bonjour, je m'appelle Gilles Vedette, je suis un fonctionnaire de la fonction publique fédérale, 15 ans international, et puis présentement je suis avec l'Agence de promotion économique Canada-Atlantique comme gestionnaire responsable de la gouvernance de l'États-Unis de programme. Grâce à la mondialisation, des PME canadiennes qui étaient autrefois limitées au marché national peuvent maintenant s'étendre à l'international. Cette opportunité comporte cependant son lot de risques et de défis, et c'est pourquoi il est essentiel de la planifier avec attention aux détails. Nous sommes heureux, mes collègues Gabriela Viernick, Caroline Thibodeau, ainsi que moi-même, Laurent Dumouchel, de la firme de consultation en commerce international HDT, d'avoir été mandatés afin de vous aider à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc, au niveau du mandat, c'était d'émettre des recommandations face aux défis de l'exportation mondiale et de vous permettre de vous présenter un plan de développement dans le marché mexicain. Au niveau du plan de la présentation, nous allons commencer par une analyse de la situation actuelle. Ensuite, une matrice décisionnelle vous sera présentée, 2 recommandations, un échéancier, un budget. Nous parlerons aussi d'éthique et de développement durable pour finalement conclure. Donc, pour débuter avec une analyse situationnelle, votre situation actuelle, c'est qu'il y a des problématiques qui sont créées par l'exportation à l'international. Ensuite, il y a des difficultés à percer le marché mexicain. Qu'est-ce qu'on vise pour vous à l'avenir? On veut créer une diminution majeure des problématiques d'exportation à l'international et de la relation avec les clients. Également, on veut que vous deveniez donc un chef de file sur le marché mexicain pour le traitement des fruits de mer. Donc, on va présenter des recommandations en 2 temps. Premièrement, le premier temps, ça va être une recommandation au niveau du développement de votre entreprise au Mexique. Donc, le Mexique est vraiment un gros volet de vos problématiques en ce moment, des défis auxquels vous devez relever. Et c'est pourquoi nous allons débuter avec ça, d'autant plus que l'industrie du machine vision est à 50% située au Mexique quand on parle du globe au complet.
Donc, on va commencer avec une matrice décisionnelle pour évaluer les différentes options qui s'offraient à nous, finalement, pour le Mexique. Donc, premièrement, ce serait d'ouvrir un bureau au Mexique avec des employés chargés de la vente, mais aussi des employés qui sont évidemment chargés du service après-vente, qui était un de vos défis majeurs également. Ensuite, on vous recommande également d'ouvrir une usine au Mexique. Donc, évidemment, pour aller bien s'implanter au Mexique, pour faire face au marché mexicain. Et puis, l'autre recommandation, c'est de faire affaire avec une agence au Mexique qui s'occuperait de la vente de vos produits au Mexique. Donc, en premier lieu, au niveau de la langue et de la culture. Pourquoi avoir un bureau au Mexique ainsi qu'une agence, ou de faire affaire avec une agence au Mexique pour la vente de vos produits? Pourquoi nous avons mis le feu vert à ce critère de décision-là? En fait, c'est parce que un des principaux défis auxquels vous faites face, évidemment, c'est la culture différente de la clientèle. Donc, à ce moment-là, en ayant des employés directement situés dans le pays dans lequel vous voulez faire affaire, ce serait vraiment intéressant à ce niveau-là puisque les barrières culturelles tomberaient pour les moments de vente. Ensuite, pour l'usine au Mexique, pourquoi un feu jaune? Eh bien, c'est parce que, évidemment, il va falloir gérer une usine au Mexique. Donc, est-ce que les différences culturelles entre le Canada et le Mexique vont faire en sorte que les relations d'affaires pourraient être plus compliquées? Donc, c'est la question sur laquelle on s'est penché. Ensuite, il y avait une question de coût, évidemment. Pourquoi? En fait, on est tout simplement allé en ordre de coût. Ouvrir une usine au Mexique coûterait très cher, évidemment. Ensuite, d'ouvrir un bureau au Mexique avec des employés mexicains, évidemment le feu jaune puisque c'était l'option dont le coût était intermédiaire. Et puis de faire directement affaire avec une agence au Mexique, pour nous c'était l'option la moins chère, évidemment. Ensuite, pour ce qui était du potentiel de croissance, le feu vert est attribué cette fois-ci à l'ouverture d'une usine au Mexique. Si vous aurez une usine au Mexique, évidemment, vous pourrez faire face au grand potentiel de croissance et à la croissance de votre portefeuille de clients plus facilement. Le feu jaune est attribué au bureau du Mexique, puisque si le bureau au Mexique connaît vraiment une forte croissance, un fort succès, à ce moment-là, il va falloir penser dans le futur à combler cet heureux problème, finalement. Et puis l'agence au Mexique, le potentiel de croissance, évidemment, là, on ne fait pas affaire avec des employés qui sont directement reliés à votre entreprise. Donc, est-ce que la connaissance des produits va être optimale pour vraiment aller chercher la croissance désirée? Peut-être pas à ce niveau-là. Par contre, le critère qui a vraiment tranché entre les décisions qui s'offraient à nous, c'est les valeurs de l'entreprise. Est-ce que la solution proposée va de pair avec les valeurs de votre entreprise qui sont vraiment l'excellence, la qualité et puis l'esprit familial? Donc, à ce moment-là, on a mis notre feu vert au bureau du Mexique, puisque de cette façon-là, vous allez pouvoir garder un contrôle sur ce qui se passe. Donc, notre recommandation est la finale, installation d'un bureau avec des employés mexicains, mais reliés à votre entreprise au Mexique. Donc, dans un premier temps, on va venir regarder tout ce qui est ressources humaines, parce que bien sûr, il faut combler notre bureau, ça nous prend des employés. Donc, pour débuter, on va engager 2 représentants des ventes pour donc le bureau au Mexique. Qu'est-ce qu'on aurait comme exigence au niveau de l'emploi? Bien, on veut que ce soit des gens de nationalité mexicaine. On veut que ce soit des gens donc, qui aient la culture et qui soient capables de la transmettre à nos clients potentiels. C'est quelque chose de très, très important. On veut également donc, qu'il y ait des compétences en vente, donc qu'il n'y ait aucune difficulté à vendre nos produits, même si c'est des machines, et qu'il y ait donc des compétences avec ce qu'on appelle le B2B, parce qu'on parle de représentation. Dans le B2B, tout est plus efficace en personne. On veut également donc, que ce soit des personnes relativement compétentes, donc qui aient un diplôme universitaire, et également donc, que ce soit des gens qui soient bilingues, donc qui parlent anglais et également espagnol. Au niveau du descriptif du poste, nos représentants des ventes, leur travail, en fait, ça va être d'aller chercher de nouveaux clients au Mexique. Mais on considère également les utiliser pour tout ce qui est Amérique centrale, mais également Amérique du Sud. Donc, ils vont pouvoir se déplacer. La barrière linguistique est un peu moins grande que, par exemple, Canada ou comme Portugal ou Chine. Au niveau des besoins de la formation, donc, on veut qu'ils viennent se former ici. On veut qu'ils viennent se former au Nouveau-Brunswick auprès de votre entreprise afin d'être compétents, afin de comprendre ce que vous offrez comme service, mais également comme produit pour offrir en fait un bagage très complet aux clients potentiels. On veut également donc qu'ils comprennent très bien tout ce qui est produit à faire, puis qu'il y ait une connaissance accrue de l'entreprise afin de bien présenter toutes les compétences que vous avez. On veut également donc engager un ingénieur mécanique. L'ingénieur mécanique ne viendra pas tout de suite parce qu'il faut acquérir des clients en premier. Qu'est-ce que notre ingénieur mécanique va venir faire? En fait, celui-ci, il va venir, dans le fond, tout s'occuper de services après-vente. Donc, tout ce qui est entretien
ou réparation des machines qui peuvent subir un prix, donc en Amérique, également au Mexique. Encore là, au niveau des exigences de l'emploi, on veut également que ce soit quelqu'un de nationalité mexicaine. On veut également qu'il ait un diplôme universitaire, donc en ingénierie. Quelqu'un qui soit également bilingue, donc anglais, encore une fois, espagnol. Au niveau du descriptif des postes, comme je vous ai mentionné, donc c'est quelqu'un qui va s'occuper de la réparation et l'entretien des machines pour tout ce qui est Mexique, mais également donc, le sud de l'Amérique. Au niveau des besoins de la formation, c'est très similaire donc, à nos représentants des ventes. On veut que ça soit quelqu'un qui soit formé au niveau informatique, qui a une très grande connaissance de tous les produits que vous offrez, mais également qui a une très grande connaissance de l'entreprise. Pour continuer encore avec les ressources humaines, il y a quelque chose qui nous semble vraiment important quand on s'en va au Mexique, c'est la culture qui est très différente. Donc, ça va venir de gérer les communications, ça va devenir un point super important avec nos employés là-bas. Qu'est-ce qu'on a de différent? C'est que la distance hiérarchique est un peu plus grande. Au Canada, on a une distance hiérarchique qui est vraiment plus proche de nos employés et de nos patrons qu'elle l'est au Mexique. Il y a également en fait le fait que l'individualisme est plus faible. Donc, on travaille plus en communauté. Et également, donc, qu'il y a une plus grande part de l'incertitude. Donc, on va venir vraiment rassurer nos employés et les guider dans une bonne ligne directrice. Tout ce qui est au niveau de l'éthique envers le travailleur, en fait, qu'est-ce qui se passe au Mexique? On sait qu'on a une situation que l'appartenance envers les entreprises est beaucoup moins forte que peut l'être au Canada, par exemple. Donc, il va falloir travailler pour que nos employés aient une appartenance envers nous, pour qu'ils veulent rester avec nous. Ce qu'on voudrait leur offrir, c'est des avantages sociaux, en fait, qui vont vraiment venir donc offrir une meilleure rétention auprès des employés. Quand on parle d'avantages sociaux, on peut parler, par exemple, d'un salaire qui est un peu plus avantageux. On peut parler des avantages qui sont un peu plus familiaux, comme également d'un fonds de retraite potentiel. Au niveau des rencontres et du suivi, ça va être vraiment important, comme j'ai mentionné, de faire un suivi accru auprès de nos employés pour que vraiment les encadrer dans leur processus. Donc, on veut faire des courriels, des appels qui sont très fréquents avec eux, donc à chaque semaine, à chaque jour. On veut également donc obtenir une vidéoconférence, par exemple, mensuellement, savoir comment ça va, s'ils ont besoin de plus de soutien, plus de formation. Également, on veut au moins donc 2 rencontres semi-annuelles. On sait que c'est probablement possible que s'il y en ait plus, parce que si les dirigeants ont à se déplacer au Mexique, ils vont probablement les rencontrer au bureau. Donc, mais c'est toujours important quand même de garder 2 rencontres, donc semi-annuelles, avec nos employés directement là-bas, en personne. Au niveau des installations et de la clientèle, nous avons décidé de cibler la région du Golfe de la Californie, puisque beaucoup d'entreprises de fruits de mer sont situées là-bas et que vos machines sont reconnues dans ce domaine. Donc, nous avons ciblé 3 clients potentiels pour commencer, Angulo Pride, OHG Shrimps et Seafood Big Importer. Donc, pourquoi nous les avons choisis? Parce qu'il s'agit d'entreprises de taille moyenne, donc qui pourraient utiliser vos machines afin d'avoir une meilleure qualité et de sauver des coûts, et que nos recherches ne nous ont pas démontré qu'aucune d'entre eux avait une machine vision, excusez-moi. Et donc, puisqu'elles sont tous proches, nous allons pouvoir établir nos bureaux à Obregon, dans le nord-ouest du Mexique, où nous avons décidé de faire un bureau plutôt que des travailleurs autonomes à la maison, car nous voulons que les clients puissent visiter nos installations. Donc, ensuite, nous allons cibler le Baja Seafood Expo afin de faire la promotion de nos produits. En effet, il s'agit de la plus grosse exposition de produits de fruits de mer au Mexique. Donc, il est important pour nous d'aller faire de la représentation là-bas. Ensuite, au niveau du matériel marketing, nous allons faire une vidéo promotionnelle de nos machines afin de pouvoir les vendre dans plusieurs marchés différents, pas seulement au Mexique. Cette vidéo-là va être accessible à tous vos clients potentiels. Donc, un peu plus tôt, je vous mentionnais que la solution venait en 2 temps. Vous avez également fait part que vous viviez différents enjeux au niveau des exportations et importations et tout autre domaine connexe, et c'est là que nos recommandations vont débuter. Donc, en premier lieu, le temps des processus dans l'entreprise était vraiment un enjeu qui était important. Effectivement, après de multiples rencontres avec un client, il faut concevoir, fabriquer et tester une machine que le client va par la suite approuver. En fait, on a aperçu quelques petites failles dans le processus auxquelles il faudrait s'assurer qu'elles vont être réparées finalement. Donc, premièrement, ce serait de tenir un registre sous forme de base de données des matières qui sont utilisées pour faire les tests sur les machines. Donc, à ce niveau-là, la solution vient en 2 temps. On parlait de délai au niveau de livraison
qui sont quand même importants. Donc, le registre pourrait contenir de l'information sur les délais de livraison des différentes matières pour finalement pouvoir les commander à l'avance et obtenir les permis d'importation canadiens à l'avance pour pouvoir commencer les tests le jour pile où est-ce que c'était prévu au projet. Le deuxième temps, évidemment, c'est qu'il y a une quantité maximale de 20 kg qui est allouée par type de produit par la CIA. Donc, dans le fond, ce serait de voir quelle quantité de quelle matière, de quel type de produit, finalement, est nécessaire pour tester une machine, pour pouvoir commander en différents lots. Ensuite, ça permet vraiment de s'assurer de planifier de manière optimale l'arrivée des marchandises selon les dates de test. Donc, on ne perd plus de temps à ce niveau-là. Ensuite, on parle également, pour éviter des déplacements qui prennent du temps, d'installer du matériel vidéo industriel sur les machines à tester pour que le client puisse toujours voir le test qui a été fait sur la machine qu'il a demandé de concevoir à l'entreprise, sans toutefois devoir défrayer des frais pour ses propres déplacements et donc sauver du temps supposons, aux intempéries. Ensuite, la connaissance de la technologie auprès des clients potentiels. En fait, il y a beaucoup de clients potentiels en ce moment qui sont vraiment réticents à utiliser la technologie, surtout le X-Ray, pour faire le test de leurs produits, puisque soit leurs compétiteurs ou leurs partenaires n'utilisent pas cette technologie. Mais en fait, c'est la meilleure technologie du marché et c'est ce qu'il faut leur vendre. Donc, dans le fond, ce serait de faire la création de contenu sur le site web de l'entreprise sous forme de vidéo pour expliquer vraiment c'est quoi le X-Ray et pourquoi c'est vraiment la meilleure technologie. Donc, on avait également, lors de nos recherches, trouvé cette petite faille-là, finalement, sur le site Internet qui va régler un problème. Ensuite, on parle également de relations clients un peu plus complexes, vu, premièrement, la complexité des produits, la distance, la culture et la langue. Donc, premièrement, on parle de faire affaire avec des agences internationales intermédiaires pour ce qui est de la vente de vos produits sur les territoires européens ou sur les territoires asiatiques, par exemple. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment pour réduire la barrière culturelle que l'entreprise peut avoir avec ses clients pour mieux vendre le produit. Donc, Asie et Europe, comme je mentionnais. Ensuite, comme on vous l'a recommandé dans notre recommandation pour le Mexique, c'est vraiment d'installer un bureau à destination pour pouvoir traiter avec les clients potentiels de ces territoires-là. Et puis, comme la culture mexicaine est beaucoup plus ressemblable à la culture sud-américaine et centrale-américaine que la culture canadienne, les gens des bureaux du Mexique vont pouvoir traiter à ce moment-là sur ces territoires qui sont également à exploiter. Donc, on a retenu également pour ça trois dans le fond, valeurs qui sont très importantes dans le milieu des affaires, qui sont la similarité de l'individualisme, donc entre Amérique centrale et Amérique du Sud avec le Mexique, la tolérance en ambiguïté et le respect de la distance hiérarchique. Donc, à ce moment-là, en ayant des représentants qui parlent le même langage que les clients potentiels versus le Canada, ça serait beaucoup plus intéressant d'aller chercher, ça serait beaucoup plus facile d'aller chercher des nouveaux clients. Et puis, évidemment, avec ça vient une grande diminution des déplacements des gestionnaires. On sait que les clients demandaient beaucoup que les gestionnaires de l'entreprise même se déplacent pour aller prendre les besoins en considération. Mais là, un représentant de l'entreprise, c'est tout de même un gestionnaire. Donc, à ce moment-là, on prévoit une majeure diminution des déplacements des gestionnaires de l'entreprise qui ont déjà beaucoup à faire. Ensuite, au niveau du service après-vente, qui est également un défi majeur que vous nous avez adressé, c'est que pourquoi un client achèterait une machine si le service après-vente ne se situe pas sur son territoire? Donc, en faisant un peu de vérification, on s'est aperçu que 14% des clients seulement sont à l'extérieur des Amériques, donc qu'il ne serait pas nécessaire toutefois d'avoir une personne, un ingénieur par exemple, qui est vraiment attitré à l'entretien et à la maintenance des machines. Donc, à ce moment-là, ce qu'on vous conseille, comme on vous l'a dit dans notre recommandation pour le Mexique, c'est vraiment d'embaucher une personne qui devra s'occuper de ça au Mexique. Et cette même personne-là pourra, en étant plus proche des territoires central-américains et sud-américains, diminuer le temps que ça prend de déplacement pour aller réparer les machines. Donc, les usines des clients vont pouvoir repartir plus vite. Pour continuer avec les prochains défis, en fait, au niveau de l'importation des rayons X en Europe, on sait qu'il y a une très grande difficulté. Voici ce qu'on vous conseille. En fait, on a évoqué plusieurs possibilités. Par contre, comme la loi étant la loi, et n'étant pas totalement sûr de ce qui est faisable ou pas avec les machines,
On a donc évoqué la possibilité de soit séparer l'assemblage des composants, donc assembler tout ce qui est plus rayon X directement sur place au pays, par exemple en Europe, et d'assembler le restant des composants ici. Sinon, on a aussi évoqué en fait la possibilité d'importer un rayon X donc de l'Europe, de l'installer et de le renvoyer, et également donc d'envoyer les composantes en Europe pour qu'elles se fassent assembler. On a aussi évoqué en fait la possibilité d'avoir un partenariat commercial avec une entreprise là-bas qui traite directement donc les rayons X. Chose qui serait facile également et possiblement une bonne chose. Également, donc, on le sait que les législations commerciales européennes sont très serrées, donc ça va être de mieux comprendre la loi avec eux là-bas pour être certain en fait de pouvoir exporter nos machines et les importer dans les pays en question sans problème. Au niveau d'autres problématiques, en fait, au niveau de la devise, on le sait que la devise américaine est une devise qui est très utilisée présentement dans le monde des affaires. Puis on le sait que même si le taux de change est un peu haut présentement, selon nous, ça reste la solution optimale. Donc on ne ferait pas de changement là-dessus. Pour ce qui est de la CIA, en fait, tout ce qui est un maximum de 20 grammes par produit, on s'en a un peu parlé plus tôt. Donc ça va être au niveau prévisionnel qu'il va falloir un peu plus travailler. Donc regarder au niveau des délais pour s'assurer d'avoir les quantités nécessaires en main. Également, on sait qu'il y a des longues obtentions de permis, donc tout ça va être au niveau plus planification afin d'obtenir des résultats qui sont optimales. Au niveau du budget, on a séparé ça en la partie du projet au Mexique et dans le budget global, c'est-à-dire pour vous aider à résoudre les problématiques que vous nous avez exposées. Donc, pour le Mexique, on a des coûts qui sont récurrents, c'est-à-dire qui vont être payés à chaque année. Les salaires des représentants des ventes de 105 000, les salaires des ingénieurs de 16 000, les avantages sociaux que nous versons à ceux-ci de 18 000, la location d'un bureau à Obregon de 18 000 aussi, et les frais de représentation dans le congrès Baja Seafood que nous avons établi à 10 000. Ça nous donne des coûts récurrents de 168 486 $ pour le projet mexicain. Ensuite, le seul coût ponctuel dans cette partie du budget est les coûts de recrutement de nos représentants des ventes et des ingénieurs qu'on a établis à 15 000 $. Pour ce qui est du budget global, le vidéo de promotion, on a estimé qu'avec environ 5 000 $, on pourrait faire un très bon vidéo. Et pour les caméras, afin que les clients puissent voir les démonstrations de leur machine efficacement, on pense que 20 000 $ nous permettrait d'acheter un bel ensemble de caméras qui serait efficace pour ça. Donc, ça nous donne 25 000 pour cette partie du budget. Pouvez-vous m'expliquer le 105 000 $ pour deux salaires de représentants, puis seulement 16 000 pour un salaire d'ingénieur? Oui, ça nous a beaucoup étonnés aussi. Dans le fond, on a fait des recherches pour avoir les salaires moyens des ingénieurs au Mexique et les salaires moyens des représentants des ventes au Mexique. Et ça nous donnait un coût converti en dollars canadiens, 52 000 quelques pour les représentants des ventes et seulement 16 000 pour les ingénieurs. On a continué à faire des recherches, on n'a rien trouvé d'autre qui disait le contraire, donc c'est les chiffres qu'on vous a présentés. Ensuite, pour les résultats du projet Mexique, sur lequel la majeure partie de notre présentation a porté, nous vous avons présenté les coûts dans le budget plus tôt. Voici l'augmentation des ventes que l'on attend. Ceci a été établi en prenant votre part de marché dans le marché global et en prenant la part et en utilisant celle-ci, en estimant que en 5 ans, on pourrait atteindre une aussi grande part de marché en pourcentage dans le marché mexicain. Donc, si vous aviez la même part du marché que vous avez mondialement, vous auriez 1 842 000 de ventes au Mexique seulement. Donc, on a fait une augmentation linéaire pour les ventes. Et donc, on arrive à des résultats, en prenant les coûts qu'on vous a présentés dans le budget, on arrive à des résultats de 184 000 $ pour 2017, 568 000 pour 2018, et ainsi de suite jusqu'à avoir 1 673 000 en 2021. Donc, pour notre échéancier, on pense que notre projet doit être commencé dès lundi, donc dès le 9 janvier 2017. Vous allez immédiatement commencer à recruter vos représentants des ventes. On pense que ça va prendre environ 3 mois pour être sûr de trouver des éléments qui vont être très bons pour votre entreprise. Ensuite, nous allons aussi commencer le vidéo promotionnel en parallèle ici au Nouveau-Brunswick. Ça va prendre environ 1 mois, à notre avis, pour faire un bon vidéo promotionnel. Nous allons aussi acheter et installer les caméras pendant ce mois-ci et faire la mise en place de votre bureau au Mexique, donc louer les locaux et les installer légèrement. Ça va être un petit bureau, seulement 3 employés, donc ça ne sera pas très long. Ensuite, la force de vente va être mise en fonction un coup que les 3 mois de recrutement seront finis et donc continuera à être en fonction pour le reste de l'année. Et vers la fin de l'année, nous allons recruter vos ingénieurs parce que le temps que vous ayez des clients, vous n'aurez pas besoin de votre ingénieur immédiatement.
puisque celui-ci est là pour faire les réparations. Donc, au niveau de l'éthique, du développement durable et des aspects légaux, premièrement, un aspect qu'on croyait essentiel de traiter, c'est le fait qu'il y a des risques de corruption au Mexique. Votre compagnie est éthique et veut le rester. Donc, si jamais vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas le choix de faire des pots de vin, nous allons faire un plan de contingence et aller plus vers le marché européen et asiatique. Le 95 sur 168 est le fait que le Mexique, selon Transparency, est le pays. Et dans le fond, le pays 1 serait le pays le moins corrompu et le pays 168 serait le pays le plus corrompu. Le rang du Mexique est 95. Ensuite, nous donnons des avantages sociaux à vos employés qui représentent environ 15% de leur salaire. Ce n'est pas quelque chose que tous les employeurs mexicains font. Nous croyons donc que c'est très éthique pour vous d'agir ainsi. Le développement durable, il est essentiel pour vous de recycler vos surplus de matériaux afin de faire une empreinte écologique la plus basse possible. Au niveau des aspects légaux, il est important de respecter les règles de forme, de rédiger votre contrat en espagnol et de faire affaire avec une agence pour bien contrôler vos douanes. Pour conclure, nous vous avons présenté un développement d'un bureau au Mexique. Nous vous avons présenté des solutions pour vos problématiques diverses. Un autre point que nous voulions amener, c'est que la fraude représente environ 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise selon l'Association of Certified Fraud Examiner. Dans un mandat subséquent avec une entreprise comptable, il pourrait être intéressant d'instaurer des contrôles internes pour s'assurer de limiter celle-ci, surtout que vous êtes en processus d'expansion, ce qui est plus à risque. Pour conclure, nous pensons que la solution que nous vous avons présentée aujourd'hui vous outille efficacement afin de planifier l'avenir. Comme l'a dit Abraham Lincoln, la meilleure manière de prévoir l'avenir, c'est de le créer. Merci pour votre attention et nous sommes prêts à vos questions. Vous avez mentionné que vos représentants seraient disponibles pour servir l'Amérique du Sud. Quel pourcentage de leur temps qui va être dévoué à les autres pays de l'Amérique du Sud? En fait, au début, on pense vraiment se concentrer sur le Mexique, puisque, tel qu'on vous l'a dit, ça représente 50% de la machine vision selon les sondages selon les résultats qu'on a obtenus. Par contre, dans l'avenir, quand ça va être le temps de plus se développer, on pense qu'environ 15 à 20% de leur temps va être assigné au reste de l'Amérique du Sud et le reste va être au Mexique. Une chose que j'ai pas vraiment vue dans votre présentation, que je me demande en écran, savoir est-ce qu'il y a des compétiteurs dans le marché mexicain qu'il faut savoir avant de pénétrer ou de mettre plus d'emphase sur le marché? En fait, vos compétiteurs, ça va être surtout vos compétiteurs américains que vous aviez présentés dans le document que vous nous aviez remis. Comme vous êtes au courant de ceux-ci, on ne pensait pas qu'il était nécessaire de les représenter. Il n'y a pas beaucoup de compagnies mexicaines qui sont fortes dans le domaine de l'utilisation des rayons X pour analyser les fruits de mer. Vous avez mentionné que vous feriez la commande des produits pour les tests, les commandes en lot. C'est un bon concept. Mais quand c'est des produits périssables, comment est-ce que ça va fonctionner? En fait, ici, il n'y avait pas de contrainte au niveau de la congélation des produits. On pense notamment aux machines qui font le contrôle de la qualité. Les défauts, une fois le produit congé et décongé, vont rester les mêmes selon nos recherches. Regardons au niveau à l'expert d'ingénierie, puis le fait que ça coûte seulement 16 000 $, puis qu'on va seulement l'embaucher beaucoup plus tard. Est-ce qu'on devrait regarder à l'embaucher plus tôt et lorsqu'on travaille avec des clients, on a l'expert d'ingénierie pour aider à développer les critères de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour développer la machinerie? Ça pourrait être une option, en effet. On s'est dit que puisque son emploi était surtout au niveau de la réparation, ce n'était pas nécessaire de l'avoir tout de suite, mais en effet, dû au faible coût, il pourrait être engagé plus tôt. On vous a offert un plan général, mais il y a place à modification, évidemment. Vous considérez le potentiel de croissance que le marché offre et la stratégie est-il adéquate pour la taille du marché? Certainement, à court terme, on croit que c'est une excellente stratégie. À long terme, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, il y a toujours possibilité d'évaluer l'installation d'une usine directement au Mexique.
bien. Merci. Merci beaucoup.